Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Ce drame à Wahine, un homme et sa petite fille de 3 ans se sont noyés hier. Ils étaient partis ramasser des palourdes dans le lac peu profond de Faunanui. Leurs corps ont été retrouvés, mais impossible de savoir avec certitude ce qui s'est passé. Politique, avec l'ouverture de la session administrative à l'Assemblée, le gouvernement est très attendu sur le coût de la vie et sa réforme fiscale notamment. L'opposition dénonce un goût de trop peu. Nous en parlerons avec le président Moetai Brotherson. Nous évoquerons également la politique locale et internationale. Il est notre invité ce soir. Le secteur touristique dans l'expectative justement après les annonces en cascade de Donald Trump sur les surtaxes douanières. Si les Américains perdent en pouvoir d'achat, les voyages seront les premiers à être sacrifiés. Et puis renouer le lien familial, tourner le dos aux addictions et construire un projet, c'est l'objectif du programme Tenatira organisé par la Fédération des œuvres laïques. Les familles de Pire sont réunies à Papara et profitent de partager du temps ensemble. Merci d'être avec nous. On commence donc avec ce drame survenu hier à Wahine. Un homme de 56 ans et sa petite fille de 3 ans ont disparu alors qu'ils étaient partis ramasser des palourdes dans le lac de Faunanui, très peu profond. Le corps de l'enfant a été retrouvé hier soir sur le rivage et celui du grand-père tôt ce matin dans le lac. On écoute Romuald Lai, chef de corps des pompiers de Wahine, joint par téléphone par Miritou Matariri. Hier soir, j'ai engagé à viser les autorités du commissariat qui nous a mis à disposition le dauphin. Vers le coup de 21h30, ils sont arrivés sur les lieux et ils ont fait leur affichage et tout ça. Par la suite, on a pu récupérer le corps de la petite fille sur la plage à hauteur de la piste d'aviation. L'endroit où ils se déplacent souvent là-bas, parce qu'il y a des mots. Il y a une crevasse, quoi. Une crevasse en question, d'après les dits de la femme du monsieur, c'est que des fois, tellement ça change aussi. Des fois, quand il va, c'est bas, des fois, c'est profond. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Peut-être un malaise. Et puis voilà. Politique avec l'ouverture de la session administrative aujourd'hui à l'Assemblée. Dans son discours, le président Moetai Brotherson a relevé la maîtrise de l'inflation et annoncé quelques mesures pour lutter contre le coût de la vie. On en parle avec vous dans un instant. Et en attendant, on regarde la réaction de l'opposition qui reste quant à elle dubitative. Nicolas Suire, Teiva Ribé. La Polynésie française a bouclé l'année 2024 sur une note globalement positive. L'indicateur du climat des affaires a progressé et est resté au-dessus de sa moyenne de longue période tout au long de l'année, traduisant le bon moral des chefs d'entreprise et la bonne santé de l'économie. En s'appuyant sur la dernière lettre de l'IEOM, le président débute son discours d'ouverture de la séance administrative. Dans les rangs de l'opposition, on estime qu'il n'a pas répondu aux attentes des chefs d'entreprise. On attend un train de mesures sur de nouveaux impôts pour les entreprises de ce pays, pour les contribuables de ce pays. Pas un mot. Rien n'a été dit là-dessus. Voilà, donc on dit que tout va bien, réjouissez-vous. Bon, c'est Pâques, hein, voilà. Maintenant, on va attendre les œufs. Hein. Le premier secteur à bénéficier de l'attention du président est le logement, avec 1 millier de prêts à taux zéro. En second lieu, vient le souci de préservation des entreprises à conserver leur capacité à employer. Mais lorsque le président aborde l'inflation mieux maîtrisée en Polynésie française qu'ailleurs, l'opposition ne peut s'empêcher de réagir. Sur les 6 dernières années, l'inflation en cumulé en Polynésie a été de 12,5%, contre plus de 20% en métropole, 23% aux États-Unis et 25% en Nouvelle-Zélande et en Australie. Je pense qu'on s'en tire pas tellement mal. Il y a eu effectivement en 3-4 ans des augmentations très importantes. Le pouvoir d'achat des Polynésiens, ça c'est un vrai problème, surtout quand les caisses du pays sont pleines. Donc c'est le seul moment où le pays peut prendre des décisions en matière fiscale, baisser les impôts concrètement, baisser la dépense publique, et ils ne le font pas. Voilà, donc ça nous inquiète depuis le début de la mandature. L'opposition dit attendre le train de mesures annoncé par Moetai Brotherson, des textes de loi qui devraient être présentés à l'hémicycle le 24 avril lors de la prochaine session à l'Assemblée.
Moetei Broderson, bonsoir. Yorana. Vous êtes très attendu donc sur la cherté de la vie, autant par les électeurs que par les élus de l'Assemblée. Anthony Géraud se reconnaît lui-même, c'est le combat le plus urgent. Vous avez annoncé aujourd'hui 1000 prêts à taux zéro pour faciliter l'accession à la propriété. Est-ce que ça veut dire que le levier choisi, c'est donc de faciliter l'emprunt pour accéder à des maisons à 80 millions, par exemple 65 millions pour un appartement, ce sont les prix moyens, plutôt que de baisser les prix? C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Quand on parle de pouvoir d'achat, il y a plusieurs composantes. Vous pouvez soit améliorer le revenu, soit effectivement essayer de contenir ou de baisser les prix. Quand on n'a pas les leviers suffisants pour baisser les prix, on se concentre sur la création d'activités. C'est ce que nous avons fait. 74 000 personnes aujourd'hui enregistrées salariées à la CPS. C'est un record historique. Il n'y a jamais eu autant de salariés inscrits à la CPS. Ça, c'est aussi l'action du gouvernement et bien sûr des entreprises. Les créations d'emplois sont là, les mesures d'aide à l'emploi fonctionnent. Donc ça, c'est une partie de l'équation. Évidemment, sur le pouvoir d'achat. Oui, il ne faut pas parler que des prix. Si on se focalise que sur les prix, on ne peut rien faire. Ensuite, sur les prix, nous avons effectivement certaines mesures qui sont en cours de préparation. Cette réforme de la TDL dont on nous bassine les oreilles depuis 30 ans, qui n'a jamais été faite, eh bien, nous allons la faire cette année. Elle a été faite en concertation avec le privé. On est arrivé à un accord. Et donc, cette réforme de la TDL sera faite cette année. C'est ça, la réforme fiscale? Ce n'est pas que ça. La réforme fiscale, c'est un ensemble de mesures. Vous avez la réforme de la TDL. Vous avez ensuite une prise en charge partielle du fret qui va être mise en œuvre pour certains produits, ceux qui contribuent justement à aider les populations les plus faibles. Pour les archipels? Pas que pour les archipels. Soyez un peu patients et vous verrez ces mesures arriver. Elles arriveront là bientôt. Donc, toutes ces mesures vont contribuer non seulement à contenir l'inflation, mais sur certains produits à la baisser. Et lorsque Nuiho l'aurait dit, les caisses du pays sont pleines, mais on ne ressent pas l'effet sur le coût de la vie. Oui, c'est son dada. Je suis quand même étonné qu'un ancien ministre des Finances puisse parler ainsi. Les réserves, d'abord, elles ne sont pas... L'existence de ce matelas mythique sur lequel le gouvernement serait endormi, excusez-moi, c'est une légende. Il n'y a pas de matelas inutile d'argent qui dort. L'argent qui est mis en réserve, il est mis justement pour des cas comme ceux qu'on va évoquer tout à l'heure, pour se préparer à des incertitudes au niveau international, surtout les facteurs exogènes, comme par exemple les décisions de M. Trump. Maintenant, je vous rappelle tout de même que l'année dernière, nous avons mis en œuvre pour l'ensemble des dépenses d'investissement du pays 37,5 milliards. 37,5 milliards, ça soutient quoi? Ça soutient l'activité économique, ça soutient l'emploi, ça soutient tout ça. Alors, ce matelas, en tout cas, il n'a pas servi non plus à revaloriser les catégories D de l'administration qui avait déclenché une grève. Le Tavini a voté contre une revalorisation jusqu'à 17 points. Alors, c'est un peu technique pour les non-initiés. Vous-même, vous aviez jugé que c'était, je cite, déraisonnable. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez un nouveau mouvement social de la frappe ? Écoutez, moi, je ne peux pas préjuger de ce que la frappe va décider demain. La frappe n'est pas le seul syndicat de la fonction publique. Le 15 de ce mois, nous allons entamer les discussions avec l'ensemble des organisations syndicales, le 15 et le 17, et on verra ce qu'il en sortira. Maintenant, sur ce qui s'est passé à l'Assemblée, je tiens quand même à corriger une certaine misconception de la plupart des gens et de la plupart des médias. Ce n'est pas l'opposition qui est venue au secours des catégories D, c'est le gouvernement qui a introduit l'augmentation de 252 millions pour les catégories D. L'opposition, de manière opportuniste et démagogue, a proposé un peu plus. De manière opportuniste et démagogue, à l'approche des élections municipales, a proposé 142 millions de plus. Sauf qu'ils ne font pas les calculs dans leur intégralité. 142 millions de plus, ça nous rapproche, ça va nous faire dépasser le milliard d'augmentation de la masse salariale hors GVT de la fonction publique du pays. C'est totalement déraisonnable. Et ça crée aussi du pouvoir d'achat pour les plus petites catégories de la fonction publique. Ça peut créer du pouvoir d'achat. Nous en créons déjà en augmentant de 252 millions. Maintenant, le danger derrière, c'est que ce qui est fait dans la fonction publique est scruté par le privé. Et lorsque vous augmentez de trop les salaires minimums, les salaires les plus bas de la fonction publique, eh bien la tentation dans le privé, pour les syndicats du privé, va être de vouloir aligner le SMIC sur ce salaire minimum de la fonction publique, ce qui, là, pour le coup, va provoquer de l'inflation.
Merci Moët Brotherson, on vous retrouve dans un instant pour parler politique. Sur la scène internationale, le président Trump souffle le chaud et le froid sur l'économie avec les surtaxes douanières. Aujourd'hui, elles sont suspendues. Le taux de 10% sur les produits importés aux États-Unis demeure, sauf pour la Chine, pour qui ça monte à 145%. Comment vont réagir les consommateurs et touristes américains ? Dans cette incertitude, le secteur touristique polynésien reste vigilant. Ismaël Tayata, Patrick Tsing. Des beignets, du pain coco, de la confiture, ici tout est fait maison. Ludovic a lui-même fumé le tasard. 14 ans à cuisiner dans un hôtel de la place, c'est formateur. Notre projet, quand on s'est rencontrés, au bout d'un moment, ça a été d'ouvrir un restaurant. Mais comme on a eu des enfants, on s'est dit, pour passer plus de temps avec nos enfants, c'était mieux donc d'ouvrir une pension de famille, c'était plus ce qui nous ressemblait. Ludovic et Taohéré ont l'expérience et un service aux clients digne d'un hôtel étoilé. Et ce, malgré la guerre commerciale qui sévit de par le monde. On n'a pas vraiment de cible. On vise les locaux parce que on est à Tahiti et voilà, on essaie de promouvoir aussi notre culture, nous, les Polynésiens. Et puis aussi l'international. On a pu échanger avec des clients internationaux et en ce qui me concerne, ça m'a énormément plu. Et du coup, oui, on vise toutes les cibles, tous ceux qui veulent venir et nous découvrir. La mer, le chant, la tiare, à chaque bungalow un thème. L'artisanat mis en avant dans celui-ci, un agencement qui plaira aux touristes comme aux clients locaux. On a dû emprunter 43 millions quand même, plus notre apport personnel et les différentes aides qu'on a eues donc du service du tourisme, de la défiscalisation. Voilà, donc ça fait quand même un sacré investissement, oui, c'est vrai. Donc après, c'est pour ça que il faut travailler, quoi. Après, voilà, on n'a rien sans rien. Pour l'instant, pas de panique. Avec la Covid, les instances du tourisme ont appris à se mobiliser et surtout à être réactives. Les nombres de billets vendus pour la Polynésie pour les 6 prochains mois sont plutôt en hausse puisque nous avons 14% d'augmentation par rapport à l'année dernière au niveau global, tout marché confondu. Et pour le marché américain, on est à 10% d'avance par rapport à l'année dernière. Le marché américain, c'est 40% de la fréquentation touristique du Féninois. Sans lui, il faudra se tourner vers les marchés favorables, l'Europe, l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Leur donner l'envie de tomber sous le charme du plus beau coucher de soleil au monde. Alors le jeu de yo-yo sur les surtaxes douanières aux États-Unis concerne principalement et directement les exportations de thon sur la Polynésie. Est-ce que ça vous inquiète ? Ça me préoccupe effectivement, mais comme je l'ai dit lorsque j'ai été interrogé sur ce sujet, il me paraissait impensable que ça tienne. La preuve en est, c'est que ces tarifs ont été suspendus. J'espère qu'on ne découvrira pas qu'il s'agissait au final d'une manœuvre pour faire de grosses opérations de spéculation boursière de la part des amis de M. Trump. Ça, l'avenir nous le dira. Une enquête est ouverte. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces surtaxes sont suspendues. Et quand bien même elles seraient rétablies, elles sont de 10% pour ce qui nous concerne, donc le minimum de ce qui est infligé au monde. Et en comparaison, les autres pays fournisseurs de thon, puisque c'est principalement de ça qu'il s'agit dans nos exportations de poissons sur les États-Unis, eux sont beaucoup plus surtaxés que nous. Alors, un mot sur le congrès du Tavini qui était très attendu et qui s'est tenu la semaine dernière. La députée Nicole Sanquer a interpellé l'État sur sa position suite aux revendications indépendantistes. Le Tavini sera à nouveau avec l'Azerbaïdjan à New York la semaine prochaine pour parler décolonisation. Aujourd'hui, quelle est votre posture clairement vis-à-vis de l'État ? Est-ce que vous êtes dans la demande d'un référendum d'autodétermination ? Moi, ma position, elle a été claire depuis le début, avant mon élection. Depuis mon élection, je n'ai pas changé d'avis. Il faut préparer ce pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 40 ou 50 ans. Et en tout cas, ça ne peut pas se faire en dehors des règles démocratiques et légales. Donc, il faudra un acte d'autodétermination. À quel terme, ça, il faut entamer le dialogue avec la puissance administrante sous l'égide des Nations Unies. C'est ce que je demande depuis le début. J'espère l'obtenir cette année. Pour ce qui concerne l'Azerbaïdjan, ça doit être un très beau pays, mais je n'ai jamais mis les pieds là-bas. C'est l'État qui décide si ou non un référendum d'autodétermination peut être organisé. Est-ce que vous, clairement, c'est votre posture, c'est la demande que vous faites quand vous dialoguez avec l'État ?
Ce que je demande, c'est la mise en place d'un processus. Je ne demande pas à ce qu'un référendum soit organisé demain, parce que je sais très bien que si ce référendum était organisé demain, la réponse majoritaire des Polynésiens, ce sera un non. Donc il faut une période de préparation à ce référendum, quand ce sera décidé, pour expliquer aux gens quel est le projet de société qu'on veut proposer. Une partie de ce projet de société consiste à se doter d'une constitution, et c'est le projet de constitution des États fédérés de Maui qui a été présenté au Congrès. Je ne vois pas ce sont vos nouveaux outils de travail désormais? Ce ne sont pas des nouveaux outils de travail, ça fait 40 ans qu'on réfléchit à cette Mais là, il y a une feuille de route. Là, il y a un projet de constitution qui doit être donc maintenant circulé dans l'ensemble des comités du Tavini pour que les gens puissent faire un feedback là-dessus. Ça peut être intéressant aussi d'avoir des gens qui ne sont pas du Tavini qui puissent donner leur avis. Pour l'instant, je trouve que c'est un mécanisme tel qu'il est envisagé, mais encore une fois, c'est un draft, c'est un projet qui est un peu lourd dans sa mise en œuvre, qui va certainement être très coûteux. Personnellement, j'aurais plus privilégié une approche du type de celle de la Confédération helvétique, avec donc une articulation plus souple. Voilà. Rapidement, pour terminer, le non-cumul des mandats, qui était une des promesses de campagne du Tavini pendant les territoriales, devait être abordée pendant ce congrès. Elle a été une nouvelle fois reportée sine die. Est-ce que ça veut dire que le Tavini a du mal à tenir ses promesses? Alors, le cumul des mandats a été abordé lors du congrès. Et la position qui a été exprimée par le comité directeur est claire, c'est de dire que lorsque nous serons indépendants, effectivement, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait plus ce cumul des mandats, mais que pour l'instant, tant que nous ne sommes pas indépendants, ils ne préconisent pas qu'on instaure cette mesure. Donc pas de projet de loi abordé, étudié par l'Assemblée de Polynésie? Pas de notre côté, en tout cas, a priori. Moïté Broderson, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. La commune de Pir'e profite de ses vacances scolaires pour recréer du lien au sein des familles les plus fragiles. Le programme Te Natira de la Fédération des œuvres laïques, le premier dans son genre, propose un stage éducatif pour les parents et les enfants. L'objectif, au bout de 3 mois, les réinsérer dans le tissu social. David Chang, Marcel Bonneau. AI, ça va être de notre famille AIP. La famille AIP s'est retrouvée. Vaiana et son partenaire Edison ont pris le temps de venir pour ce séjour d'une semaine dans cette pension, un moyen qu'ils ont mis à profit pour renforcer la cohésion de la famille. Nous l'avons déjà. C'est juste qu'il fallait un peu plus de connaissances et plus de savoir qui nous sommes vraiment en tant que parents. Et surtout, c'est plus pour nous aider, pour pouvoir apporter plus à nos enfants. Cette famille et 4 autres ont été choisis parmi les plus précaires de Pir'e pour participer au programme Tenati. Les premiers ateliers consistent à réapprendre petit à petit à se défaire des addictions du quotidien comme le sucre ou le téléphone. Normalement, ma grande, elle a son téléphone. Mais une fois qu'on est venu ici, je lui ai dit de laisser son téléphone à la maison. Il n'y aura pas de téléphone ici. Sinon, elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas du tout. La Fédération des œuvres laïques a été choisie pour accompagner ces familles. Elle aborde avec ces dernières des sujets aussi simples que les objectifs de vie, mais qui ont leur importance. Je leur demande de réaliser en pâte à modeler le plus beau projet de leur vie. Alors certains, c'est un foyer à Taha, une maison à Taha. D'autres, c'est de retourner dans leur île. D'autres, c'est, pourquoi pas, la maison, la voiture, les principes simples. Tout le monde réalise ça en pâte à modeler, mais à la fin, on explique que la pâte à modeler, si on ne la touche pas, si on n'en fait rien, elle durcit, elle reste informe et qu'en fait, il faut prendre sa vie en main. Le but ultime est de permettre aux parents de retrouver le chemin de la vie active, une véritable réinsertion sociale et professionnelle durable. C'est pourquoi le programme prévoit un suivi d'une durée de 3 mois après ce séjour. Mettre en avant les problèmes identifiés, que ce soit des problématiques sociales, psychologiques, d'addiction, problèmes de violence et tout ça. Et ils vont travailler avec des intervenants, des professionnels qui vont leur donner des outils pour bien identifier ces problématiques et de voir comment ils vont pouvoir apporter des réponses. Le programme est financé à hauteur de 11 millions de francs par la DSFE et le contrat de ville. Une deuxième série de séjours éducatifs aura lieu au mois de juillet.
Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. C'est ce drame survenu à Wahine hier. Un homme de 56 ans et sa petite fille de 3 ans ont été retrouvés sans vie. Ils étaient partis ramasser des palourdes dans le lac peu profond de Faunanui. Difficile de savoir ce qui s'est passé. Les services de secours privilégient l'hypothèse du malaise du grand-père. À suivre 2 épisodes de la nouvelle série Lex Africana, puis le documentaire Un jour un destin avec l'artiste Stromae. On se quitte sur des images de la reproduction d'objets anciens par les artisans de Wahuka. Très belle soirée sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.